Bonjour. Nous allons donc démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session de webinaire sur le nouvel indice Atmo, exclusivement réservé à nos membres. Donc après cette première série sur la TGAP que nous avons proposée en octobre, voici notre deuxième série qui va vous permettre de mieux découvrir les tenants et les aboutissants du nouvel indice quotidien de la qualité de l'air, l'indice Atmo. Quelles en sont les nouveautés, quels impacts sur notre territoire, quelle diffusion, quelle anticipation de votre communication. Donc, un petit rappel sur les consignes générales pour utiliser au mieux les différentes fonctionnalités du webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez en bas de votre écran quelques icônes et je vais vous expliquer rapidement l'utilisation que vous pouvez en faire. Donc, l'icône « Je coupe mon micro » vous permet donc de ne pas avoir votre micro ouvert lorsque vous n'intervenez pas et ainsi de ne pas gêner la présentation. Vous avez la fonctionnalité chat, converser, que vous devez utiliser uniquement pour signifier un problème technique, un problème de son, de partage d'écran, de connexion, etc. La petite main, donc la fonctionnalité lever la main, vous permet d'interpeller, ce qui nous permettra de savoir que vous avez une question à nous poser. Et enfin, vous utilisez la fonctionnalité questions-réponses pour poser vos questions aux conférenciers tout au long du webinaire. Et un temps dédié aux échanges et aux questions-réponses avec les intervenants est prévu à la fin de la présentation. Sachez également qu'il n'est pas forcément nécessaire de prendre des notes pendant ce webinaire puisque le support de présentation et la vidéo vous seront envoyés. Donc, nous avons prévu un webinaire d'1 heure, structuré autour de 3 grandes parties et, comme je vous le disais, un temps dédié aux questions-réponses avec les intervenants. La première partie sera consacrée à la présentation des éléments de contexte, les avancées et les points de vigilance liés à ce nouvel indice. La deuxième partie
sera dédié aux impacts régionaux du nouvel indice ATMO, donc avec une illustration avant-après nouvel indice sur la base de l'année 2019. Et enfin, la troisième partie sera consacrée aux questions de communication. Comment adapter votre communication et comment anticiper votre communication et les attentes de vos concitoyens. Donc, avant de leur laisser la parole, laissez-moi vous présenter nos trois intervenants. Didier Chapuis, directeur des actions, qui vous présentera donc les éléments de contexte, les avancées et points de vigilance liés à ce nouvel indice. Romain Vidot, prévisionniste et représentant de l'Observatoire au sein du groupe technique national sur le sujet. Romain ira plus dans le détail sur les répercussions de ce nouvel indice pour notre région au regard des prévisions quotidiennes de qualité de l'air. Enfin, Cyril Bessert, correspondant territorial sur l'Auvergne et la Loire, qui vous présentera comment adapter votre communication et anticiper les besoins d'information des habitants de vos territoires. Je vous présente également Marion Loumans, chargée de communication, qui assurera la modération de ce webinaire. Et quant à moi, je suis Isabelle Clostre, responsable de la communication, et j'assure l'animation. Donc, un tout petit quiz avant de commencer la première partie de ce webinaire qui va apparaître sur vos écrans. Donc, je vous propose de répondre à cette question. Avez-vous déjà entendu parler du nouvel indice ATMO? Oui, non. Il y a toutes les réponses. À 30, je coupe. Stop. Alors, il y a une majorité de oui. Vous avez déjà entendu parler de ce sondage, à 77% d'entre vous, mais est-ce que vous avez une vision précise de tous les tenants et aboutissants, des répercussions sur la région? Pas si sûr, donc je vous propose de commencer avec la présentation de Didier Chapuis, contexte, avancée et point de vigilance. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être très nombreux sur les deux sessions là, de ce webinaire pour que l'on puisse vous présenter l'évolution de cet indice ATMO. Un nouvel indice, finalement, pourquoi? Donc, cette décision a été prise par le ministère en charge de l'écologie parce que notre indice ATMO que l'on utilise encore jusqu'à présent commence à être ancien. Il a 26 ans maintenant et beaucoup de choses ont évolué en 26 années et notamment sur les moyens de diffusion, les moyens de communication et les demandes sociétales. On a des enjeux qui sont aussi différents. On est passé d'enjeux strictement réglementaires à des enjeux de santé publique, avec notamment la prise en compte des particules les plus fines, les PM2,5, ce qui n'était pas le cas dans l'indice ATMO actuel, où on a des mesures, des polluants un petit peu plus grossiers que sont les PM10, des polluants que l'on retrouve maintenant beaucoup plus rarement, comme le dioxyde de soufre. Donc, une évolution qui permette de tenir compte de ces nouveaux enjeux avec ces nouveaux polluants, mais également la nécessité de diffuser une information sur l'ensemble des territoires et pour tous nos citoyens, et pas seulement dans les zones urbaines, puisque l'indice ATMO, tel qu'il existe aujourd'hui, était défini pour les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et également un contexte européen, transnational qui évolue. Il existe à présent un indice européen de la qualité de l'air qui est plus strict et qui, si on veut pouvoir comparer nos résultats avec cet indice, nécessitait aussi la révision de l'indice national ATMO. Si on regarde les principaux changements donc, qui ont été opérés entre l'indice tel qu'on le connaît actuellement, donc qui date de 2004, et celui qui sera actif à partir du début d'année prochaine. Jusqu'à présent, donc, on avait des concentrations qui étaient mesurées aux stations et réglementairement, c'est sur la base de ce qui a été constaté que l'on pouvait faire un calcul
de cet indice Atmo. À présent, dans le nouvel indice, tout est basé sur la modélisation quotidienne et la cartographie de la qualité de l'air. Bien sûr que l'on intègre les données des différentes stations de mesure, ainsi que l'ensemble des connaissances que l'on a des émissions, des conditions météorologiques, mais on a une représentation spatiale, cartographiée de la qualité de l'air sur laquelle on s'appuie, et on ne s'appuie plus exclusivement sur les seules stations de surveillance. Ça, c'est une demande que l'on avait depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'on a 80 stations de surveillance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On ne peut pas se contenter seulement de cet outil, parce qu'autrement, on renseignerait les 80 voisins de ces stations. Mais par contre, on a la possibilité maintenant d'avoir une information qui soit spatialisée et qui concerne l'ensemble du territoire par le biais de ces cartographies. À tel point que jusqu'à présent, l'indice Atmo était calculé pour les 8 grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants, pour lesquelles on avait à proprement parler un indice Atmo, et ensuite 15 agglomérations de plus petite taille, pour lesquelles on calculait ce qu'on appelait un IQA, un indice de qualité de l'air, qui ne correspondait pas vraiment à la définition réglementaire pour le calcul de l'indice Atmo. À présent, avec le nouvel indice Atmo, donc, eh bien, ce seront toutes les communes, les plus de 4000 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourront bénéficier d'une information avec un indice de qualité de l'air rafraîchi quotidiennement. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on ne se contentera plus des 4 polluants indicateurs de pollution classiques. On ajoute un nouvel indicateur de pollution que sont les particules plus fines que les PM10, donc les PM 2,5, avec un critère qui est important puisque ces PM 2,5 sont assez révélatrices des problématiques sanitaires, puisque ça fait partie des composés pour lesquels on a un risque pour la santé dès lors qu'ils sont présents dans l'atmosphère. Ensuite, une dernière évolution, c'est en termes de communication, de lisibilité. On passe donc d'un indice avec des girafes qui avaient différentes formes basées sur 3 couleurs à un nouvel indice avec des smileys, en tout cas quelque chose d'un petit peu plus actuel, toujours 6 qualificatifs, par contre 6 degrés de couleur qui nous permet de qualifier différemment la qualité de l'air, et une nouvelle qualification qui est le extrêmement mauvais, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'indice européen, c'est de pouvoir qualifier des situations qui sont vraiment exceptionnellement mauvaises dans le temps. Alors, les avancées, alors je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est essentiel tout de même d'avoir cette cohérence avec cet indice européen et aussi avec la pollution annuelle. On est arrivé à un constat où au quotidien, on communique une information, souvent on a une qualité de l'air qui est bonne, et en fin d'année, on est amené à communiquer, quand on fait des bilans réglementaires annuels, sur certains polluants, et je prends l'exemple du dioxyde d'azote, par exemple, dont on parlait jamais quotidiennement, on n'a jamais, pratiquement jamais, d'indice Atmo qui est basé sur des valeurs importantes de dioxyde d'azote, alors que quand on fait le bilan annuel réglementaire, il y a encore un certain nombre de populations qui sont exposées à des valeurs trop importantes de dioxyde d'azote. C'est d'ailleurs encore 15 000 habitants l'année dernière qui étaient exposés à des valeurs trop importantes. Le nouvel indice Atmo permettra d'avoir une meilleure cohérence entre ces bilans réglementaires annuels et l'information que l'on délivre quotidiennement. Une meilleure prise en compte donc des enjeux sanitaires qui correspondent aux demandes de nos citoyens. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, nous sommes interpellés pas tant pour que les concentrations respectent les enjeux réglementaires, ça maintenant, je dirais que pour tout à chacun, c'est le minimum, mais également que chacun puisse respirer un air qui ne nuise pas à sa santé avec un enjeu sanitaire. Donc les citoyens sont très demandeurs d'avoir aussi des éléments pour qualifier la qualité de l'air en fonction
de ces préoccupations sanitaires et notamment des valeurs qui sont données par l'Organisation mondiale de la santé. L'indice donc sera modélisé, permettra d'avoir un bilan sur l'ensemble du territoire, mais également d'avoir des prévisions. Donc, on donnera ce que l'on a constaté la veille, ce que l'on prévoit pour le jour même, ce que l'on prévoit pour le lendemain et également des tendances pour le surlendemain. Et donc, une information au final qui soit plus fine et qui permette de mieux accompagner les changements de comportement que l'on souhaite pouvoir voir sur nos territoires, parce qu'une part de la pollution est liée à nos activités, à nos modes de vie, et donc on a aussi des changements de comportement que l'on doit accompagner, et ce nouvel indice ATMO permettra de mieux accompagner, de mieux informer sur le fait que la qualité de l'air, elle n'est pas toujours bonne, elle respecte souvent les aspects réglementaires, elle n'est pas forcément toujours bonne pour notre santé, et dès lors que les populations ont cette information, qu'ils puissent adapter leur propre comportement et mode de vie. Il y a quelques points de vigilance qui accompagnent cette modification d'indice ATMO. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on a un abaissement des seuils pour les voir apparaître, notamment ces critères sanitaires concernant le dioxyde d'azote et l'ozone. On a en plus l'intégration d'un nouveau polluant, donc sont les particules fines des PM2,5. Et le corollaire de ça, c'est que l'on aura une augmentation significative des jours qui sont qualifiés comme étant mauvais, en lien avec souvent la prise en compte du dioxyde d'azote ou des PM2,5. La qualité de l'air ne va pas, elle, changer du jour au lendemain. Par contre, le qualificatif qu'on associera à cette nouvel indice ATMO, lui, va effectivement montrer une qualité de l'air avec des qualificatifs qui seront plus dégradés. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance sur lequel on souhaite vous alerter. C'est pour ça qu'on fait cette communication, pour que vous soyez au courant de ces modifications et que vous puissiez vous-même adapter votre communication. Un autre point qui nous semble important, puisque je parlais de modification des comportements, parmi ceux-ci, il y a les dispositifs préfectoraux qui sont mis en œuvre quand il y a des épisodes de pollution. Il se trouve que les arrêtés préfectoraux qui régissent ces dispositifs, notamment on entend souvent parler des réductions de vitesse, de la circulation différenciée qui sont liées à ces dispositifs préfectoraux, eux n'évolueront pas au cours de l'année 2021, d'après les informations que nous ont données les services des préfectures, mais plutôt évolueront probablement seulement en 2022. Ça veut dire que pendant au moins un an, peut-être même encore plusieurs mois, on aura un indice de qualité de l'air qui va donner des jours où la qualité de l'air va être plus mauvaise, en tout cas on va avec un qualificatif de qualité de l'air mauvaise, sans qu'il y ait forcément d'action associée par l'autorité préfectorale pour réduire les concentrations et les émissions de polluants. Donc là aussi, il y a un petit décalage sur lequel je pense qu'il y a tout intérêt à ce que des actions peut-être plus locales, en commençant par la communication, jusqu'aux actions éventuellement plus restrictives, qui puissent être mises en place pour accompagner les changements de comportement qui sont souhaités en fonction de l'évolution de la qualité de l'air. Je passe maintenant la parole à Romain, qui va vous présenter de manière plus technique, aller plus au fond de ces évolutions concernant l'indice ATMO. Merci Didier. Bonjour à tous. Donc, je suis Romain, je suis chargé d'études au sein de l'unité prévision risque d'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis donc aussi prévisionniste au quotidien. Et c'est avec cette casquette que je vais vous présenter, que j'ai la lourde tâche de vous présenter quelques graphiques un peu plus précis sur les évolutions qu'on essaye d'anticiper pour l'année à venir, même si malgré tout, on ne peut pas vraiment lire l'avenir dans le passé et qu'on ne peut pas présumer de ce que sera la qualité de l'air en 2021 et après. Normalement, j'ai la main sur
Voilà, donc ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que, donc évidemment, la qualité de l'air, elle, ne change pas du tout. Notre travail non plus. Le nouvel indice permet même, comme l'a dit Didier, puisqu'il est maintenant basé sur des cartographies de modélisation, il se rapproche donc du travail qu'on fait quotidiennement au sein du service prévision d'études de la qualité de l'air quotidienne et se basera sur les mêmes cartographies qui aujourd'hui nous permettent d'estimer le risque de vigilance, de dépassement des seuils des dispositifs préfectoraux actuels. Donc un rapprochement des outils entre le nouvel indice et la prévision des dispositifs préfectoraux, ce qui est plutôt positif. Donc sur nos modèles quotidiens qui tiennent compte bien sûr des mesures faites par le réseau et qui sont expertisées chaque jour pour prévoir au mieux la qualité de l'air. Donc avant de passer sur un peu l'étude de l'année 2019, un petit point d'attention sur les échelles des nouveaux indices. Donc, comme le disait Didier, les échelles vont changer pour ce nouvel indice par rapport aux anciens indices ATMO. Et il y a quelques points sur lesquels nous, on essaye de se préparer parce qu'au-delà de changer les outils, c'est aussi un petit peu changer aussi les méthodes de l'équipe de prévision qui doit, elle, s'adapter à ces nouveaux seuils en information et aux nouveaux polluants des PM2,5. Donc nous, ce qu'on a repéré, dont on voulait faire part, c'est que par rapport à nos deux seuils références, le seuil d'information et le seuil d'alerte des dispositifs préfectoraux, ici en PM10 ou ici en ozone, ce qu'on note, c'est qu'il y a un décalage dans les échelles entre ce que faisait l'ancien indice, qui était beaucoup plus corrélé au niveau des dispositifs préfectoraux, où on passait en mauvais dès lors qu'on approchait les 50 microgrammes par mètre cube et en très mauvais proche du seuil d'alerte. Alors que dans le nouvel indice, on sera effectivement pour les particules 10, pour le PM10, mauvais à partir de 50 microgrammes par mètre cube. Par contre, l'air pourra continuer à être qualifié de mauvais alors qu'on aura franchi le seuil des 80 microgrammes par mètre cube, donc sans changement vraiment de niveau de qualificatif sur les communes touchées par une qualité de l'air qui pourrait entraîner la mise en place d'un dispositif préfectoral de niveau d'alerte. À l'inverse, sur l'ozone, on note que sur l'ancien indice, on était aussi à nouveau très corrélé entre le seuil de 180 microgrammes par mètre cube, qui est pour nous vraiment une référence dans notre prévision quotidienne de maximum à atteindre avant de mettre en place un dispositif, de même que le 240 qu'on atteint maintenant très rarement, alors que dans le futur indice, on s'attend à avoir plus de jours qualifiés de mauvais à cause de l'ozone, beaucoup plus rapidement qu'avant, puisqu'on devient mauvais en ozone à partir de 130, donc c'est cette barre-là, ce qui est assez loin du 180 et c'est une valeur qu'on atteint somme toute assez régulièrement, assez facilement, et même en intersaison, ce qu'on pourra voir dans les graphiques des pages suivantes. Et donc des jours mauvais plus fréquents, aussi dus à ce seuil d'ozone qui est rapidement atteint. Et à l'inverse, ensuite, on pourra passer en dispositif ou en épisode sur certaines zones, alors que l'air sera qualifié de très mauvais et sans changement dans la qualification de l'air quotidien. Par contre, donc, il y a la création d'une classe extrêmement mauvaise, qui est la classe la plus à droite dans le nouvel indice, mais on pense qu'on atteindra vraiment très rarement, peut-être un petit peu plus sur les PM2,5, sur des hivers qui pourraient être très critiques, mais sur les autres polluants, de manière vraiment très rarissime en France, on n'atteint plus ces niveaux-là. Donc, si on regarde maintenant une petite comparaison sur l'ensemble de l'année de l'ancien indice et du nouvel indice, donc c'est pas évident de comparer les deux systèmes puisque le nouvel indice, lui, il représente l'air sur l'ensemble de la région, alors que l'ancien indice était basé sur des mesures. Donc on pouvait vraiment, les zones étaient différentes dans leur définition, mais ce qu'on constate quand même si
on fait un exercice de comparaison, c'est que bon, l'ozone reste quand même très présent dans les indices. C'est lui qui fait le nombre de jours majoritaire sur une année, de tout qualificatif que ce soit. Et alors qu'avant, les PM10 étaient le deuxième polluant majoritaire sur l'année, dans le nouvel indice, ce polluant-là est quand même bien moins présent, masqué par l'apparition des PM2,5 dont l'échelle est un petit peu plus défavorable, on va dire, et l'apparition régulière du NO2. Je me mélange, voilà, du NO2 ici, notamment dans les milieux urbains. Et on pense que le nouvel indice est plus adéquat pour qualifier l'air des zones urbaines. Et il faudra s'attendre à ce que pas mal de jours dans l'année soient qualifiés avec les niveaux du NO2. Ensuite, si on regarde aussi ce qui est un critère important dans la lecture du futur indice, c'est le nombre de jours qui pourraient être mauvais. Donc, comme le disait Didier, comme les seuils le laissent pressentir, le nombre de jours mauvais risque d'être plus important que dans l'indice précédent. Donc là, si on compare toutes les zones qui étaient couvertes par un ancien indice, le nombre maximum de jours mauvais sur l'année 2019, ça a été 13 sur toutes les zones couvertes. Et si on regarde sur ces mêmes zones, sur l'ensemble des communes de ces zones-là, il y a une commune qui aurait pu avoir 74 jours mauvais, qualifiés de mauvais en 2019. En moyenne, on est sur 43 jours mauvais sur toutes les communes couvertes par un ancien indice, si on avait été dans le nouveau référentiel. Sur l'année 2020, on commence à avoir quelques chiffres, même si l'année n'est pas finie. L'année 2020 est bien moins mauvaise que l'année 2019 et on a des valeurs nettement inférieures. Pour l'instant, le maximum tourne autour de 40 jours, je crois. Donc, les niveaux sont vraiment pas les mêmes non plus en 2020. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir toujours autant de jours mauvais dans les années à venir que celles de 2019. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la méthode de calcul pour cet indice qui sera un indice communal, c'est que c'est la maille maximum de notre système qui donne la valeur de l'indice de la commune. Donc, il suffit qu'il y ait une maille mauvaise sur une commune pour donner un qualificatif mauvais à la commune. Donc, c'est assez rapidement atteint et ça fait partie de la simplification voulue par le nouveau système d'avoir ce système de maximisation. La lecture sera plus simple, mais ça entraîne forcément un petit peu plus de jours mauvais aussi. Ensuite, on a effectué aussi quelques analyses saisonnières pour comprendre comment se répartissaient les jours mauvais, en tout cas les qualificatifs selon l'année. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y aura quand même des jours mauvais. Visiblement, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait toute l'année dans toutes les saisons. On était beaucoup plus sur un rythme été-hiver pour la qualité de l'air mauvaise jusqu'à aujourd'hui. Mais la baisse des seuils, l'introduction des polluants, comme on l'a déjà dit, entraîne l'apparition de jours mauvais sur tous les mois de l'année, avec souvent des polluants du type NO2 en intersaison, et l'ozone aussi. C'est quand même assez fréquent d'obtenir du 130 microgrammes par mètre cube en ozone dans les intersaisons. Ce qui semble intéressant, c'est que quand même, malgré tout, les jours très mauvais se situent sur les périodes les plus critiques de l'année. Et comme on le verra, il reste a priori synchronisé avec les épisodes qu'on a pu déclencher en 2019. Pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut donner entre les différentes zones de la région. Donc, ce qui est intéressant avec ce nouvel indice, c'est que quelque part, là où avant, l'indice Atmo pouvait être basé sur une seule station, et comme une ville comme Le Puy-en-Velay, ou de très nombreuses stations et avec une méthode de calcul un peu complexe comme à Lyon, et donc peut-être lisser un petit peu les effets vraiment très du milieu urbain et faire disparaître certaines caractéristiques de ces milieux-là, avec notamment l'exposition des populations au NO2. Le nouvel indice, lui,
avec son côté maximisant et l'abaissement des seuils à nouveau, redonne plus de place à cette pollution quotidienne liée à au milieu urbain. Donc sur des villes comme Lyon, le nombre de jours mauvais est un petit peu plus élevé qu'ailleurs, même si en fin de compte, on peut voir que la qualité de l'air sera souvent moyenne et dégradée, rarement bonne, et puis il y a quand même des jours mauvais à très mauvais sur l'ensemble des zones de la région, ce qui est aussi un petit peu nouveau dans la lecture qu'on fait de la qualité de l'air quotidienne. Et puis, juste pour tenter d'anticiper un petit peu la communication, on a proposé cette lecture de calendrier où on voit l'année 2019 pour la ville de Lyon et la ville de Grenoble avec chaque jour et le qualificatif qui aurait été attribué à chacune de ces journées, donc au sens du nouvel indice, et entouré en noir les jours sur lesquels il y a eu un épisode de pollution et déclenchement d'un dispositif préfectoral. Donc, c'est le travail que nous, on avait réalisé en 2019. Ce qu'on note, c'est que quelque part, ces jours de dispositifs sont assez bien corrélés avec les jours où la qualité de l'air est mauvaise, vraiment bien corrélés avec les jours où c'est très mauvais. Donc, ce qu'on imagine dans notre manière d'anticiper un petit peu les phénomènes de pollution, c'est que visiblement, quand le nombre de jours mauvais d'une commune commence à augmenter, à s'accumuler, on va vers un épisode. Donc, il y a comme une espèce d'anticipation avec ces seuils abaissés, mais une anticipation des épisodes de pollution grâce à la qualification en jours mauvais. Et puis, quand même, dans les forts moments, les moments où on est vraiment très pollué dans une année, en été, au cœur de l'hiver, la mise en place de dispositifs qui, quand même, corréleront bien avec l'apparition de jours très mauvais. Faut se rappeler aussi que la méthode de calcul n'est pas du tout la même, puisqu'on est sur un côté très maximisant pour l'indice ATMO, alors que les épisodes, eux, tiennent quand même si les seuils devaient un jour être plus cohérents, et avec l'introduction de PM2.5 peut-être dans les dispositifs préfectoraux, il y a la notion de surface et de population impactée qui est très importante dans les dispositifs préfectoraux, ce qui n'est pas le cas de l'indice ATMO qui se veut être vraiment maximisant. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Cyril, correspondant territorial de l'Auvergne. Bien, merci Romain, bonjour à tous. Nous allons, donc vous l'aurez compris, Ton micro. Oui, pardon, excusez-moi, petit bug de micro. Donc bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, donc il faudra adapter et anticiper donc votre communication en lien avec cet indice ATMO. Alors on a beaucoup parlé des indices mauvais, mais il faut bien avoir en tête aussi que les indices bons vont quasiment disparaître au profit des indices moyens, voire dégradés dans l'année, ce qui change un petit peu la donne en matière d'information, de communication des citoyens. Sans pour autant, comme l'a dit Didier tout à l'heure, que finalement les concentrations en polluants étaient amenées à changer drastiquement. Donc on va être là pour vous accompagner, et dans un premier temps, je vais vous présenter donc un petit sondage qui a été fait. Alors, par contre, voilà, vous êtes au contrôle. Et donc, sondage qui est réalisé donc, par la société BVA pour le compte d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été réalisé donc, en novembre 2019, à savoir que ce type de sondage, nous les effectuons assez régulièrement. Et donc, ici, nous avons, sur 2019, donc à peu près 8 habitants sur 10 qui se considèrent un petit peu inquiets au regard de la qualité de l'air sur le territoire. Et 91% de cette population qui souhaite s'informer sur la qualité de l'air là où ils vivent. Donc, ce que va permettre ce nouvel indice ATMO, puisqu'on va avoir une information spatialisée pour l'ensemble des communes de Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, 78% de cette population s'estime tout de même mal informée, malgré les efforts que nous déployons au quotidien avec nos outils. Il faut arriver à maximiser l'information.
Et les habitants plébiscitent tout ce qui est à 80% la consultation d'informations sur la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien, voire les prévisions à J+1, J+2. C'est bien ça qui les intéresse en priorité, vraiment l'air qu'ils respirent. Par contre, seulement 24% de cette population des personnes interrogées va aller chercher l'information de manière volontaire. Donc, il faut être en capacité de délivrer cette information, leur délivrer directement. Et donc, pour ça, les moyens de diffusion plébiscités sont en premier lieu les panneaux communaux. Alors, on verra que sur certaines communes, il y a quelques expériences qui sont déployées, mais c'est des choses qui pourraient être mises en avant encore davantage. Tout ce qui est site application, donc les sites à la fois d'Atmo, les applications liées à Atmo, mais également tous les sites des partenaires qui peuvent se faire le relais de cette information via les outils numériques que nous mettons en place qui facilitent la diffusion de cette information. Sinon, les moyens de diffusion plus classiques, type notification par SMS, par newsletter, message d'alerte via les boîtes mail, donc avec des outils qui sont également mis en place. Et puis, bien évidemment, on n'oublie pas la presse locale, avec des discussions à avoir au niveau des éditions locales pour pouvoir être en capacité de diffuser cette information dans la presse écrite et puis tous les outils numériques également, presse radio, etc. etc. Donc, si on vous montre quelques cas d'usage aujourd'hui qui existent dans l'espace public, qui sont connectés avec nos outils de diffusion de l'information type API, nous voyons donc l'utilisation de panneaux à messages variables, par exemple sur tout ce qui est réseau de transport en commun sur l'agglomération grenobloise, sur des panneaux type communaux, ici vous avez en exemple des signes Charpieux qui permet d'informer en cas d'alerte de pollution, mais on peut imaginer avoir une information quotidienne aussi sur ces panneaux-là, information quotidienne que l'on va retrouver par exemple sur le panneau à message variable qui est situé donc à Clermont, là, ici, avec un totem dédié qui permet d'informer au quotidien, aux quatre coins de la ville de Clermont, les habitants sur l'indice du jour. Nous pouvons également, je l'ai dit, utiliser tout ce qui est lié au support numérique. Alors, on a un outil clé en main qui est le widget Atmo qui permet d'interfacer finalement un petit widget sur vos sites internet ou intranet pour informer au quotidien sur la qualité de l'air. Donc, ce widget sera mis à jour avec les nouvelles exigences de l'indice Atmo. Et puis, vous pouvez faire du sur-mesure également à travers nos API, puisque l'information diffuse via ces flux, et vous pouvez, si vous avez des compétences informatiques ou des bureaux spécialisés qui peuvent travailler, de communication qui peuvent travailler pour vous, créer des indices sur mesure sur vos différents outils de communication, que ce soit vos sites internet ou applications smartphone dédiées, comme vous avez ici l'exemple de GecoAir, par exemple, qui utilise nos données très régulièrement au quotidien. Et puis, dernier aspect des supports numériques, tout ce qui va être réseaux sociaux et la possibilité de créer à travers les outils des API qui envoient un certain nombre de messages, des tweets, par exemple, automatisés, pour relayer au plus grand nombre l'information, soit encore en cas d'alerte, soit même au quotidien à travers les bons gestes, par exemple, au regard de la qualité de l'air. Également, rappeler que c'est l'occasion, ce changement d'indice donc en 2021 qui va quand même pas mal changer la donne en matière d'information du citoyen, et il va falloir faire preuve de pédagogie puisque donc, voilà, cet indice va être un peu plus dégradé qu'il n'a été dans les années précédentes. Eh bien, ça peut être l'occasion, à travers donc, différents outils, notamment vos bulletins institutionnels, d'informer les populations donc, sur cet indice et en profiter pour faire passer des messages au regard de la qualité de l'air et au regard, par exemple, de toutes les actions que vous pouvez mettre en œuvre sur vos territoires. Alors, c'est valable bien évidemment pour les collectivités, mais on peut bien imaginer ça pour les industriels avec la mise en avant, par exemple, de politiques RSE sur vos sites, ou même le déploiement de cette information pour tout ce qui est nos partenaires type associations
défense du consommateur ou défense de l'environnement, en relayant ces informations-là sur vos outils de communication habituels. Une petite diapo de synthèse qui va vous permettre de retrouver donc, tous ces éléments. Rappelez donc, que cet indice, vous l'aurez compris, il peut être diffusé donc, via nos outils de communication et nos flux d'informations sur vos sites Internet, sur vos panneaux à messages variables, les applications, faire des publications dans les magazines ou dans la presse à l'occasion du changement de cet indice, tout en bénéficiant de cette occasion-là pour expliciter un petit peu les actions que vous pouvez mettre en œuvre au regard de la qualité de l'air, et puis alimenter avec ces flux les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., pour informer le plus largement possible la population. L'ensemble de donc cet indice se retrouve donc à la fois, donc on l'a évoqué, sur le widget qui vous permet vraiment d'avoir une solution clé en main, ou à travers l'API. Vous avez donc les adresses qui sont disponibles sur cette slide, que vous retrouvez sur notre site internet également, pour vous connecter directement aux différentes informations, donc l'indice, mais pas que, les bons gestes par exemple, on peut également les retrouver, ou d'autres informations en cas d'alerte de pollution, afin de faciliter l'information au plus grand nombre. Donc ça, on va retrouver un petit peu les mêmes choses sur cette slide, si ce n'est que là, vous avez tout ce qui est dédié à la communication plus large, au-delà de l'indice, avec le rappel de l'indice Atmo, le rappel également des alertes mail que vous pouvez recevoir, que ce soit pour l'indice comme pour les alertes ou pour les bilans de la qualité de l'air que l'on établit régulièrement, et puis notre application maison qui est l'application Air2Go, qui permet, en fonction de sa géolocalisation, d'avoir l'information, donc l'indice Atmo, puisque Air2Go se mettra à l'heure de l'indice Atmo à partir donc de début 2021. Il sera opérationnel et il sera cohérent avec, bien évidemment, notre site internet qui lui aussi affichera donc cet indice Atmo. Rappelez également donc, à cette occasion que nous sommes à vos côtés, donc, à travers, pour on va dire, élaborer une stratégie d'information et de communication autour de ce nouvel indice Atmo, à travers notamment ce qu'on appelle l'offre aux membres. Vous pouvez retrouver dans certains programmes d'action de cette offre aux membres qui a dû vous être diffusée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez retrouver donc, les différents moyens sur lesquels on peut intervenir, on peut vous aider pour diffuser de manière la plus efficiente possible cette information en lien avec vos compétences et également vos stratégies, je dirais, en matière de développement durable. Donc vous retrouvez les différents correspondants également sur cette slide qui peuvent répondre à vos sollicitations et vos questions. Et rappelez également qu'à l'occasion des comités territoriaux qui vont se tenir à partir de la fin de cette semaine, nous aurons l'occasion de revenir sur cet indice Atmo en précisant d'un point de vue un peu plus local vraiment les impacts que va pouvoir avoir cet indice, et en réfléchissant ensemble aussi sur la possibilité de communiquer au mieux ces nouveaux indices. Voilà. Ça a sauté. Je dois pouvoir remonter. Voilà. Et dernier point, sur la slide, vous allez retrouver donc un certain nombre de ressources pédagogiques, puisque le ministère de la Transition écologique, à l'occasion des Journées nationales de la qualité de l'air de septembre, a publié un certain nombre d'informations. Donc, vous avez une brochure explicative pédagogique, également une vidéo qui va vous permettre de retrouver ces différents éléments et l'intérêt notamment de tendre vers d'aller vers ce nouvel indice. Et puis sur notre site internet, un article dédié qui est déjà opérationnel, et bien évidemment le diaporama et la vidéo du webinaire qui seront disponibles si vous souhaitez vous replonger dans ces informations-là. Voilà, j'en ai terminé avec ma partie. Nous allons pouvoir passer à la partie questions-réponses. Voilà, donc Marion va lister les questions-réponses et on va y répondre au fur et à mesure. Sachez que si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez, comme on vous l'a expliqué, utiliser la fonctionnalité questions-réponses et on les traitera. Voilà, donc je laisse la parole à Marion.
qui va nous présenter la première question. Oui, alors déjà, je voudrais juste dire, j'ai bien vu que parmi nos spectateurs, nous avons Monsieur Damon qui a levé la main et je vous ai indiqué sur le chat de me préciser comment je peux vous aider. Voilà, donc si vous pouvez me répondre dans l'onglet discussion et je vous répondrai. Au niveau des questions, donc la première question, c'est une question de Marie-Noël Roulefebvre qui nous dit, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des arguments pour intégrer les PM1, voire les PM 0,1 dans l'indice? C'est quelque chose qu'on entend de la part de milieux médicaux pour qui les particules fines inférieures à une taille de 1 seraient le vrai problème. Dans le milieu industriel, on voit aussi parfois qu'il existe des matériaux certifiés pour cette fameuse classe inférieure à 1. Je laisse répondre. Alors, sur ces particules encore plus fines que les PM 2,5, donc on commence à faire des mesures sur les PM1. On fait maintenant depuis pas mal de temps de mesures sur ce qu'on appelle des particules ultra fines, des PUF, qui vont jusqu'à 20 nanomètres, donc qui sont encore bien plus petites, 0,2 micromètres. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment d'éléments aussi bien techniques que normatifs et de réglementation, en fait, de valeurs de référence auxquelles se confronter, pour les intégrer à un indice de qualité de l'air. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité que ces particules plus fines soient intégrées à l'indice de qualité de l'air. Par contre, ce qu'il est d'actualité, c'est de pouvoir vous communiquer des informations sur ces particules qui sont plus fines avec les différentes mesures que l'on réalise. Donc, on va, sur l'année prochaine, avoir un programme d'investissement pour avoir plus de mesures sur des PM1, où aujourd'hui, on a des appareils excusez-moi, qui sont normalisés pour faire des mesures en pollution de fond, pas en proximité routière ni en proximité industrielle, mais plutôt dans des zones résidentielles, dans les centres des zones d'habitation. Donc, on va faire de plus en plus de mesures de PM1 et on continuera de faire quelques mesures de particules ultra fines pour avoir quelques indications. Mais dans les deux cas, on manque de référentiels pour confronter nos résultats à un risque pour la santé et encore moins par rapport à un risque réglementaire. Merci. La question suivante. Une question de Frédéric Gauthier. Bonjour, la cartographie prise en compte nécessiterait-elle de redéfinir les bassins d'air? Alors, bonjour, je crois que vous faites référence donc au bassin d'air des dispositifs préfectoraux. Et en fait, non, non. Il est toujours bon de repenser au bassin d'air, mais en tout cas, quand on parle de l'indice de qualité de l'air, l'indice de qualité de l'air sera calculé pour chacune des communes donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y aura une information pour chacune de ces communes. En fonction de ces informations, donc, on continuera de délivrer quel est le niveau de qualité de l'air. Et ensuite, quand on pense aux actions, et notamment au dispositif préfectoral qui met en place des actions, là, pour le moment, l'autorité préfectorale continue de penser que ces actions doivent être menées sur des bassins d'air avec les 23, je crois, bassins d'air qui sont définis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je dirais qu'il y a deux niveaux différents. Il y a un niveau de communication, de connaissance, qui lui sera à l'échelle de la commune, et un niveau d'action qui aujourd'hui est à l'échelle des bassins d'air. Merci. Alors à présent, j'ai deux questions de Madame Pont. La première, pour l'enquête qui a été citée dans le support de présentation, c'est une enquête nationale ou régionale? Vous l'avez sûrement dit, mais je suis passée à côté, désolée. Alors, je vais pouvoir vous répondre. Bonjour. Donc, c'est une enquête régionale réalisée fin 2019 auprès d'un panel de 700 habitants de la région. Et c'est une enquête que nous avons commandée à l'Institut BVA grâce au financement de la région. Et une autre question donc toujours de Madame Pont, que je vais coupler avec la question de Madame Fabiani, parce qu'elles vont dans le même sens.
On nous demande, est-ce que vous pourrez nous envoyer ou nous mettre à dispo un petit kit de communication, voilà, des outils génériques de com mis à dispo? Alors oui, bien sûr, on va vous mettre à disposition un kit de communication. Alors, il y aura différentes choses. Il y aura à la fois un article qui présente tout ce qui relève du nouvel indice Atmo. Et il y aura également un fichier zip avec un format type de légende, un format type pour les petits smileys, enfin tous les éléments visuels qui composent ce nouvel indice et qui seront accompagnés avec un petit guide d'utilisation. Voilà, donc entre l'article clé en main, ce petit guide d'utilisation, plus l'API pour tout ce qui concerne les flux et le widget pour avoir un module déjà prêt à l'emploi pour vos sites web, normalement, vous devriez avoir à votre disposition tous les éléments pour pouvoir vous approprier ce nouvel indice Atmo, tant au niveau des éléments de langage qu'au niveau de ce qui le compose, afin de relayer et de diffuser l'indice sur vos propres supports. Si jamais il vous manquait quelque chose, vous n'hésitez pas à contacter votre référent territorial qui nous fera part de la demande et on ajustera en fonction de vos besoins. Parfait. Une autre question de Madame Fabiani. Alors, sa crainte sur la communication autour du nouvel indice et les incitations de changement comportemental, c'est que les alertes sanitaires justifiées et les recommandations ne soient pas sorties donc avant 2022, si elle a bien compris vis-à-vis de la présentation et de la mise à jour des arrêtés préfectoraux. Donc, quid de l'évolution de l'application des vignettes critères, des incitations plutôt que des restrictions? Voilà, bref, est-ce qu'il faut anticiper 2022 et déjà travailler en amont avec les sous-préfectures en ce qui la concerne? Alors, comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, la qualité de l'air, elle ne va pas changer du jour au lendemain. C'est vraiment les qualificatifs que l'on donne à cette qualité de l'air qui vont évoluer. Ce qui font que les actions qui sont mises en place par la préfecture, elles vont toujours être mises en place sur les mêmes niveaux de concentration. Par contre, effectivement, on va communiquer plus souvent sur une qualité de l'air qui est mauvaise sur les territoires. Et tout l'enjeu est sur ces périodes-là, quelle communication et quelles sont les actions qui vont pouvoir être mises en place. Alors, on vous fait part de l'année 2022, puisque aujourd'hui, c'est les informations que l'on a des services de l'État, parce que les modifications sur le dispositif préfectoral seront réalisées à partir du moment où il y a un arrêté interministériel qui définira le cadre de ces modifications. Et cet arrêté interministériel, aujourd'hui, il n'est pas prévu, en tout cas, il n'a pas été commencé, il n'est pas prévu qu'il soit rédigé avant l'année 2021 et voire la fin de l'année 2021. C'est pour ça que, par conséquent, les dispositifs préfectoraux, eux, pourront être modifiés seulement à partir du moment où cet arrêté ministériel national sera élaboré et donc probablement plutôt sur l'année 2022. Rien n'empêche à ce que localement, les collectivités notamment, puissent réfléchir aux actions, ne serait-ce que de communication, qu'elles souhaitent mettre en place à partir de l'indice Atmo tel qu'il sera délivré à partir du début d'année prochaine. Donc, dès lors que l'indice de qualité de l'air est mauvais, des actions peuvent être mises en place. Et je ne sais pas si ce qui est un petit peu évoqué là, en disant, en prenant contact avec les sous-préfectures, pourquoi pas leur signaler que dès lors que tel niveau sera atteint, telle action pourrait être mise en place de la compétence de la collectivité, bien entendu. Et ça permettra d'inciter, de faire remonter, je dirais, les informations au niveau des services de l'État pour que derrière, les dispositifs puissent évoluer. Mais je crois qu'on est sur cette période-là un petit peu transitoire où c'est presque une opportunité aussi pour que déjà les préfets qui comptent beaucoup hein, sur les collectivités pour la mise en place des actions, ne serait-ce pour encore une fois communiquer, faire savoir que ces actions existent auprès des populations, et bien là il y a aussi une fenêtre qui est ouverte pour les collectivités pour mettre en place vos propres actions et qu'elles puissent venir en complément des actions qui seront et qui continueront d'être mises en place par les préfectures.
Voilà, et comme Cyril l'a expliqué lors de sa présentation, pour cette anticipation de votre communication, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner localement dans la sensibilisation de vos publics et l'information au quotidien lorsqu'on sera confronté à une situation de qualité de l'air mauvaise, mais sans dispositif préfectoral associé. Voilà, nous pouvons réfléchir ensemble en amont et ajuster au mieux. Une question de Anne Inspire. Les communes vont-elles être informées individuellement de ces changements de l'indice et des conseils pour mieux communiquer auprès des citoyens, exemple diffusion de l'info sur les panneaux communaux? Alors, déjà, on en est à notre deuxième webinaire. On a touché à peu près entre 150 et 200 participants. On continuera notre communication auprès de nos membres et du public via notre site internet et son relais sur les réseaux sociaux. Et on a prévu également un mailing auprès des collectivités pour essayer de sensibiliser au maximum. De votre côté, en tant qu'acteur local, n'hésitez pas, maintenant que vous avez l'information, à en faire le relais auprès des collectivités qui vous concernent pour maximiser la diffusion de l'information. Et effectivement, derrière, c'est à la main de la collectivité, à la main de chaque commune, de diffuser ou pas l'indice communal. Sachez que nous, au niveau de l'observatoire, on a une diffusion d'informations, mais qu'après, c'est à la commune de s'approprier cette information si elle souhaite en faire le relais. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Je clôture. Alors, on va prendre la question de Monsieur Clément Pell de Grenoble-Alpes Métropole. Alors, il y a une vraie question sur l'affichage au niveau métropolitain intercommunal. Une maille de 1 km par 1 km mauvaise va être relayée à 450 000 habitants. Jusque-là, on avait une diffusion d'un indice unique pour l'ensemble du territoire pour avoir une solidarité dans l'information et par conséquent d'action à l'échelle du bassin d'air. Du coup, cela réinterroge la stratégie de com. Qu'est-ce qu'ont prévu les autres intercommunalités? Je vais peut-être tenter de répondre. Justement, c'est un peu l'objet de la partie de Cyril. Je pense que personne n'a encore vraiment pu appréhender correctement la difficulté de communication à l'échelle de l'EPCI que pouvait produire ce nouvel indice. Malgré tout, si on arrive à un indice communal, enfin, si le ministère a introduit l'échelle communale dans son arrêté, c'est justement parce que, en particulier de notre région, on a prouvé rapidement que communiquer sur une maille maximum à l'échelle de l'EPCI, enfin, c'était pas du tout représentatif et c'était plutôt négatif comme façon d'appréhender le problème. Donc, on pense que l'échelle communale, c'est quand même la bonne échelle aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver des stratégies qui ne sont pas imposées, de présenter cette information-là, pour surtout pas représenter l'échelle, enfin, la qualité de l'air de l'EPCI simplement avec le max, mais de trouver des moyens qui ne seraient pas vraiment l'indice Atmo, mais des moyens de représenter quotidiennement la qualité de l'air avec plusieurs échelles, des fourchettes d'indices entre les meilleures communes et les pires communes, ou un indice moyen mais qu'on n'appellerait pas indice Atmo. Effectivement, il y a un enjeu sur la façon de synthétiser l'information, mais en même temps, c'est vrai que qualifier une agglomération comme celle de la métropole de Grenoble, compte tenu de la diversité géographique et de la réalité du territoire, c'est peut-être pas si simple non plus. Donc, c'est tout l'objet, tout l'intérêt de travailler directement avec les partenaires locaux dans les semaines qui arrivent à ce sujet-là. Tout à fait. Voilà, tout à fait, Romain. Je rebondis du coup. Ce que j'évoquais, c'est qu'au sein des comités territoriaux, on va aborder ces sujets-là. Et ça sera l'occasion que tout à chacun puisse amener ses réflexions, en tout cas sur la présentation. Ce qui est certain, c'est que cet indice communal apporte une information spatiale plus fine et plus proche des citoyens, et c'est bien l'une des demandes des citoyens. Après, tout à chacun pourra construire cette information sur la base
je dirais, d'une information commune et standardisée à l'échelle nationale. Donc, voilà, ça sera l'objet des discussions à venir pour être le plus fidèle à la fois à l'indice Atmo, tout en étant en capacité d'informer l'ensemble de la population assez rapidement. Merci. Alors, la question suivante de Fouftak, excusez-moi. Donc, à partir de quelle date connecte-t-on nos sites Internet sur le nouveau widget? Alors, normalement, tout sera opérationnel dès le 21 décembre, ce qui nous permet d'avoir un tout petit peu de latitude pour pouvoir s'organiser en termes de communication. Donc, il faut mettre dans vos tablettes que normalement, c'est prêt à partir du 21 décembre. Et on bascule avec le nouvel indice en anticipation à partir du 21 décembre. Et si on parle vraiment du widget qui est disponible sur le site web, lui, il va s'adapter automatiquement et les gens qui ont intégré ce widget-là n'auront rien à faire sur leur propre plateforme. Il y aura du travail pour ceux qui utilisaient plutôt des flux de données issus de l'open data ou de notre API et qui, eux, devront se brancher sur une nouvelle adresse. Mais par contre, du coup, là, il y a une petite période de recouvrement et jusqu'au 31 décembre, on continuera à diffuser les anciens indices. Mais à partir du 21 au plus tard, on diffusera le nouvel indice. Mais on vous incite à revenir vers nous pour se connecter avec l'équipe informatique pour avoir des caractéristiques de ces informations techniques-là. Merci. La question suivante de M. Fonverne. Pourquoi ce décalage pour la prise en compte des PM2,5 du nouvel indice par les vigilances pollution préfectorales? Je dirais que le plus simple serait de poser la question au service de l'État, puisque comme vous le savez, on ne gère pas, nous, la mise en place, enfin, l'écriture de ces dispositifs préfectoraux. On y participe, on donne notre avis, mais ce n'est pas nous qui les rédigeons. J'imagine bien qu'il y a cette préoccupation. Pour autant, toutes ces décisions, que ce soit le changement d'indice Atmo ou les modifications dans le dispositif préfectoraux, viennent du même endroit. Donc, ils ont l'information, ils ont la connaissance du décalage. Ensuite, j'imagine que c'est plus une question de planification, d'organisation dans leur service. Encore une fois, peut-être qu'il y a aussi la volonté, mais là je m'avance un petit peu, hein, c'est un avis plutôt personnel, mais à ce que localement, ils puissent aussi avoir la prise en compte et finalement une espèce de prise en charge, encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, parce que c'est déjà souvent le cas, mais de la communication, pourquoi pas de proposer des actions, de sensibiliser les populations. Et on sent qu'il y a une montée en compétences des collectivités notamment, et de plus en plus un regard qui est tourné vers vous, vers les collectivités, en tout cas qui peuvent mettre en place des actions. Donc peut-être que ce décalage dans le temps sera favorable justement à cette prise en main par les territoires des actions qui peuvent être mises en place. Après, je ne saurais pas en dire plus pourquoi, peut-être qu'il y a une stratégie des services de l'État derrière tout ça, mais je vous invite à leur poser la question. Je remonte. Merci. Du coup, la question suivante de Marc Darmon. Si les indices sont mauvais, alors on arrête la circulation des poids lourds, j'imagine, sur la région. Il manquait un mot, donc j'interprète. Alors, sur la région, là, pour le coup, ce n'est pas une décision d'une politique locale, puisque ça dépend d'un arrêté préfectoral. Par contre, de restreindre la circulation des poids lourds sur un territoire d'une collectivité, ça peut être de la compétence de la collectivité. Alors, peut-être pas d'interdire, mais de restreindre en fonction des valeurs critères, par exemple. Donc, ça peut être imaginé, envisagé. Après, là non plus, on ne participe pas au contrôle de légalité des différentes actions qui sont entreprises sur le territoire, mais vraiment, je pense qu'il y a une opportunité pour prendre la main sur les actions engagées localement.
Merci. La question suivante est une question de M. Jacques Petit. Quelle est la jauge pour le nombre d'habitants permettant à une commune d'accéder au calcul de ce nouvel indice? En fait, il n'y en a pas. Hein, l'indice sera quotidiennement calculé sur la base des cartographies de prévision. Donc, sur notre site internet, en lieu et place des cartographies actuelles sur une échelle qui était Auvergne-Rhône-Alpine, il y aura des cartes à l'échelle indice Atmo. Et là où on trouvait l'indice de ma commune jusqu'à aujourd'hui, mais avec un indice différent, on trouvera la valeur de l'indice Atmo de la commune, de toutes les communes de la région, sans filtre directement issu de l'expertise quotidienne des prévisionnistes et des modèles de prévision, bien sûr. Question suivante, Antoine Martin de l'ARS Mont-Blanc. Quand seront disposés les nouveaux capteurs PM2.5? Seront-ils mieux répartis sur le territoire? Exemple, le bassin industriel de Cluses ne dispose d'aucun capteur. Probablement qu'en ce qui concerne la stratégie de surveillance des particules, on essaiera de convertir probablement des mesures de PM10 sur des mesures de PM2.5 pour essayer de rationaliser la mesure. Ce n'est pas sûr que l'on puisse renouveler tous les appareils de PM10. Par contre, on voit qu'il y a un intérêt pour avoir des mesures sur des particules plus fines. Donc, il y aura probablement une réflexion autour d'une stratégie pour pouvoir déployer des capteurs de PM2.5 à la place de capteurs de PM10 qui existent aujourd'hui sur des territoires, notamment où il n'y aurait pas de risque par rapport à des valeurs importantes de PM10. Et après, ça, c'est vraiment notre préoccupation quotidienne, de pouvoir répartir de manière optimale l'ensemble de nos stations de mesure dans le respect, je dirais, des enveloppes financières qui sont à notre disposition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de travailler encore et toujours sur la spatialisation de l'information, avoir des cartographies de qualité de l'air et donc des cartographies de PM2,5 qui soient représentatives de la réalité. Et pour ça, on continuera d'utiliser d'une part les stations fixes existantes et des programmes d'études, de surveillance ponctuelles où on viendra implanter des mesures ponctuellement pendant un an sur un territoire pour faire des mesures des différentes particules, des autres composés et vérifier la fiabilité de nos cartes de qualité de l'air et de prévision de qualité de l'air. Et c'est notamment d'ailleurs ce qui sera fait l'année prochaine sur le territoire de Cluses, puisque la question est posée à propos de cette commune. Question suivante, le critère PM2.5 n'est-il pas sous-représenté par rapport à l'ozone? C'est encore monsieur Martin de l'ARS Mont-Blanc. Donc le critère PM2.5 n'est-il pas sous-représenté par rapport à l'ozone, sachant que les PM2.5 sont la cause principale de mortalité dans les polluants atmosphériques et que l'ozone n'est pas une cause réputée de mortalité? En fait, les seuils européens sont à la base calculés ou établis grâce aux valeurs seuil et à la criticité santé des PM2.5. L'échelle est d'abord construite autour des PM2.5 et ensuite les personnes de l'Agence européenne de l'environnement ont établi des échelles parallèles pour tous les polluants par rapport à des ratios pour passer d'un polluant à un autre. Mais l'échelle de base, c'est celle des PM2.5, donc a priori, on peut penser que s'il y a une échelle représentative d'un polluant qui ne pose pas trop de questions, c'est vraiment celle des PM2.5. Et d'ailleurs, clairement, le nombre de jours risque fréquemment d'être dû au PM2.5. Hein. Mais c'est vrai que ça a entraîné dans leur calcul un seuil à 130 microgrammes par mètre cube pour l'ozone, qui finalement est atteint assez rapidement. Mais bon, à des saisons où, à l'inverse, les PM2.5, elles seront certainement beaucoup plus faibles. Donc, ça ne nuira pas à l'apparition des PM2.5 dans le quotidien des gens. Mais il faut bien avoir en tête que, par contre, c'est l'échelle des PM2.5 qui
qui est la base de toutes les autres échelles. Voilà. Merci. La question suivante, une question de Manon Rocco. Y aura-t-il un jour prise en compte des émissions gazeuses, benzène et toluène par exemple, dans l'estimation de l'indice Atmo, où les concentrations de ces composés sont-elles trop faibles dans l'atmosphère et donc moins dangereuses? Alors, pour une prise en compte dans l'indice Atmo, je pense que ce n'est pas effectivement pour tout de suite, et notamment quand on parle benzène, toluène. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup un polluant où on va retrouver des concentrations qui peuvent être importantes autour d'émissaires industriels en fonction des process industriels. Aujourd'hui, dans notre région, encore une fois, nous on confronte aux valeurs réglementaires d'une part et aux valeurs sanitaires quand elles existent pour ces composés. Mais en ce qui concerne le benzène et le toluène, aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a plus beaucoup de territoires où ça présente une préoccupation par rapport à ces critères sanitaires et réglementaires, si ce n'est sur le sud lyonnais où on a encore ponctuellement des concentrations de composés organiques volatils qui peuvent être importantes, notamment de benzène et de toluène. Ce que je n'ai pas dit, ça m'y fait penser, c'est que l'indice Atmo, c'est vraiment un indice de qualité de l'air de la pollution de fond. Et que donc en tout cas, les calculs qui seront faits tous les jours tiennent compte de cette pollution-là et pas de la pollution de proximité. Donc, les polluants dont on faisait mention, eux, sont quand même plutôt liés à de l'activité industrielle et donc de proximité. Et voilà, donc c'est aussi le cas de tous les autres polluants. Oui. Question suivante. Est-ce que la base ORAN va être ajustée ou modifiée? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la base ORAN, elle est déjà croisée avec les risques sanitaires, puisque l'objectif était vraiment de tenir compte de la problématique sanitaire. Donc, la base ORAN qui aujourd'hui croise des informations de qualité de l'air et de bruit. La préoccupation était vraiment de pouvoir identifier les territoires sur lesquels il y avait des sensibilités et donc des personnes qui pouvaient être vulnérables. Donc, d'ores et déjà, on a des informations sur les critères sanitaires. Donc, il n'y a pas à ce titre-là de modification par rapport à la base ORAN. On a un certain nombre de questions pour intégrer de nouvelles composantes dans cette base, mais par contre, sur les critères en eux-mêmes, il n'y aura pas de modification. Et puis, la distinction, c'est que la base ORAN, c'est une base qui fait des bilans annuels, alors que l'indice de qualité de l'air, il est vraiment adapté à avoir une information quotidienne. Je tape en même temps. Alors, la question suivante. Je termine celle-là. Pardon. Une question de Météo France. En région de montagne, l'indice par commune est-il calculé uniquement sur les zones habitées ou bien sur toute la surface de la commune, zone moyenne et haute montagne? Oui, non. Les critères de l'indice Atmo au sens de l'arrêté, c'est vraiment de prendre la maille maximum de la commune, donc ne tenant pas forcément compte des zones habitées. Donc ça nous pose, nous, des questions sur effectivement les communes de montagne. On a des tests qui sont en train d'être réalisés. Nos collègues des autres ASCA, avec qui on a travaillé dans les groupes nationaux, on fait quelques tests de représentativité, voir si justement la maille max était une grosse problématique. Et en fait, en retenant plusieurs méthodes, notamment en essayant de respecter là où les zones étaient habitées ou pas, les calculs convergent tous à 93% ou 94% de résultats identiques dans le choix de l'indice communal quotidien. Peu importe la méthode choisie, ils en ont testé plusieurs, notamment donc pour tenir compte de la population. Donc, effectivement, peut-être chez nous, dans les zones vraiment de montagne, on aura certaines journées avec l'ozone, des indices qui seront faits par des zones non habitées. Mais on a un bon espoir que ce ne soit pas représentatif de la qualité de l'air majoritairement sur une année.
Puis un petit point complémentaire sur l'ozone, c'est donc en altitude, on peut avoir des concentrations moyennes d'ozone élevées, mais par contre, sur l'indice de qualité de l'air, enfin sur l'indice Atmo, on regarde le maxima horaire. Et là, pour le coup, la différence entre fond de vallée et zone d'altitude, elle est plus si flagrante que ça. Quand on regarde la moyenne journalière entre un fond de vallée et une zone d'altitude, là, il y a une forte différence. Quand on regarde le max horaire d'ozone, il y a beaucoup moins de différence. Donc, ça rejoint, enfin, par rapport à ce que disait Romain, du coup, une assez bonne, finalement, corrélation quand on regarde ces valeurs max et ce qui touche finalement les populations. Bon, ça n'empêche que c'est quand même un peu moins représentatif sur un territoire de montagne que sur une zone urbaine plate relativement homogène. Question suivante, en nouveau sur l'API, de Madame Fabiani. Vous confirmez que ce qui change sur l'API, c'est surtout les échelles de couleurs, seuil et bien sûr l'intégration des PM2.5. À partir de quand pouvons-nous travailler sur les nouvelles données API, s'il vous plaît? Alors, on va envoyer un message à tous les utilisateurs de l'API pour pouvoir anticiper justement le travail de passage de relais entre l'indice Atmo actuel et le nouvel indice. Et il y a un travail également complémentaire qui va être fait pour faire évoluer nos outils. Donc, typiquement, l'outil, l'application smartphone R2G2 que l'on partage sur le bassin genevois avec nos voisins suisses va faire l'objet d'une évolution en ce qui concerne la partie française de l'application. Et on va travailler là-dessus. Le travail est déjà en cours et on va poursuivre le travail très prochainement. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'API, compte tenu du fait qu'il y a des développements un petit peu complémentaires à faire par les différents partenaires, on va mettre à disposition les flux en amont le plus rapidement possible et au plus tard le 21 décembre, en sachant que, comme l'expliquait Romain tout à l'heure, les flux de l'indice Atmo actuel et du nouvel indice seront disponibles en parallèle sur l'API pendant la période des vacances d'hiver. Pour préciser par rapport à ta réponse, en complément, est-ce qu'on a une estimation calendrier pour une éventuelle phase de test? Alors, on va essayer en tout cas de travailler au plus vite. En ce qui concerne les outils propres à Atmo, que ce soit notre site web, notre application R2G2, donc partagée avec nos voisins suisses sur le bassin genevois, et notre application purement Auvergne-Rhône-Alpes R2Go, on a une phase de test sur la première quinzaine de décembre, voire même un petit peu avant, là, dès la fin novembre. Donc, on va pouvoir entamer des tests très rapidement et j'invite vraiment les partenaires, donc par exemple Laure Fabiani, avec qui on travaille sur l'application R2G2 et les autres, à solliciter les correspondants territoriaux dès à présent quand l'évolution du nouvel indice a un impact fort sur une application que vous avez au sein de votre organisation. Joignez dès à présent vos correspondants territoriaux, que l'on puisse vous accompagner et être à vos côtés au plus vite pour l'évolution de vos outils. Voilà, merci. Du coup, Madame Fabiani dit OK, super, merci. Question suivante, une question de Monsieur Villard. L'enjeu le plus important ne semble pas de communiquer sur le nouvel indice, mais sur la différence entre le précédent et celui-ci. Dans votre kit de communication, prévoyez-vous des réponses types sur des questions du genre « Alors, avant, quand l'indice était bon, il n'était pas tant que ça, vous avez donc triché toutes ces années ?» Plus largement, comment pouvons-nous continuer d'expliquer que la qualité de l'air s'améliore alors que le nouvel indice sera plus souvent mauvais? Alors, on a bien évidemment prévu dans notre article une petite foire aux questions avec ces questions types qu'on se pose nous aussi et des réponses adaptées. Et ça, ce sera mis à disposition dans l'article dédié au nouvel indice que l'on va diffuser d'ici une dizaine de jours maximum.
Si jamais sur vos territoires, on n'avait pas balayé l'ensemble de ces questions et vous aviez, de par vos concitoyens, des questions complémentaires, pareil, le correspondant territorial est votre point d'entrée pour nous faire remonter ces questions et on essayera d'ajuster cette foire aux questions au fil de l'eau. Et par contre, en complément, juste redire que l'indice Atmos, ce n'est pas tout. L'indice Atmos, c'est un outil pour communiquer au quotidien. Pour nous, il nous semble intéressant de l'utiliser comme un outil de sensibilisation et de montrer qu'effectivement, la qualité de l'air, elle n'est pas bonne tous les jours et qu'il y a même beaucoup de jours, elle va être plutôt moyenne, voire un certain nombre de jours mauvaise. Donc, c'est un outil pour pouvoir entraîner nos habitants, vos populations à l'action et leur montrer que, quels que soient les territoires où ils habitent, effectivement, par rapport à leur santé et par rapport au droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, hein, c'est l'article 1 ou 2, je crois, de la loi sur l'air, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a ce devoir d'informer vis-à-vis des critères sanitaires, d'utiliser cet outil comme un outil de communication, de sensibilisation. Par contre, on continuera bien sûr avec toutes les collectivités et tous les partenaires, de communiquer sur les bilans de réalisation, les résultats sur les différents territoires et de montrer, ce qui est effectivement le cas, que la qualité de l'air continue de s'améliorer. On espère en tout cas que ça continuera d'être le cas, mais elle s'est améliorée sur ces dernières années, sur les polluants qui sont réglementés. On verra avec l'introduction de ce polluant-là, les PM2,5, comment est-ce que la situation évolue. En tout cas, les efforts ont montré qu'ils étaient couronnés de succès avec une amélioration de la qualité de l'air. Il faut qu'on soit vigilant pour que les efforts consentis par les uns et les autres continuent d'être mis en œuvre pour qu'on ne respecte plus seulement les exigences réglementaires, mais également des exigences sanitaires. Sur les PM 2,5, on avait encore l'année dernière 1,4 million d'habitants qui étaient impactés par des valeurs qui dépassaient les préconisations de l'OMS sur l'ensemble de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a encore de quoi agir, il y a encore des marges de manœuvre. Et je rajouterais simplement qu'en matière de pédagogie, en effet, cet ancien indice était basé sur des connaissances qui étaient un peu anciennes et qui n'intégraient pas notamment les PM2,5. Donc, en effet, il va y avoir un sentiment de dégradation, mais c'est bien lié à la prise en compte des enjeux sanitaires tels qu'on les connaît aujourd'hui qui permet de construire cette nouvelle indice. Donc, il faut axer la présentation de cette nouvelle indice sur finalement l'amélioration des connaissances et une meilleure information du citoyen sur les impacts de la qualité de l'air. Donc voilà, on avance avec les connaissances du moment. Merci. Enfin, on arrive à la dernière question. Une question de Marie-Noël Roux-Lefebvre. Donc, j'ai cru entendre que l'indice Atmo traduit une pollution de fond. Dans ce cas, un incident industriel ne serait pas répercuté dans la valeur de l'indice, par exemple? Alors, donc effectivement, oui, l'indice Atmo est vraiment prévu pour être un indice de la pollution de fond. Et le ministère n'avait pas vraiment introduit la notion d'accident dans les échelles de l'indice Atmo, sachant qu'un accident industriel ne peut pas forcément être source d'une pollution, d'un des 4 polluants de l'indice. Mais bon, le groupe technique national a décidé récemment pour tenter de prendre ça en compte aussi suite à l'accident de Lubrizol de l'année dernière et de pouvoir entre guillemets débrayer l'indice, enfin rajouter une valeur d'indice qui tiendrait pas compte des polluants et des seuils de l'indice Atmo officiel, qui indiquerait un événement ou un incident sur une zone plus ou moins grande, mais pas directement, enfin de manière pas forcément automatique, de manière à ce que ce soit plutôt l'expertise des prévisionnistes au quotidien et d'une éventuelle cellule de crise si l'incident devait être gros, qui permettra de déterminer une zone sur laquelle la qualité de l'air au sens de l'indice Atmo ne serait plus forcément représentative, sauf si bien sûr ensuite on s'aperçoit que les niveaux mesurés en fond, qui seraient dus plutôt à un incident, seraient eux aussi élevés, auquel cas l'indice Atmo sera naturellement élevé. Mais si, en tout cas, on n'aura pas forcément un indice Atmo mauvais sur une commune dès lors qu'il y aura
un incident très très ponctuel qui n'impacterait pas forcément une grande zone. Mais par contre, on a quand même maintenant à notre disposition cet outil supplémentaire qui permettra de surqualifier, enfin de donner un indicatif différent sur une commune sur laquelle il pourrait y avoir la pollution de fond pourrait être impactée par un incident. Merci. Alors, j'ai encore 2 questions qui sont arrivées. Je propose de terminer sur ces 2 questions et de clôturer ensuite. Alors, une question encore de Madame Fabiani. Est-ce que l'ARS se positionne sur la communication au niveau des enjeux sanitaires? Elle suggère, par exemple, avec des référents territoriaux, voire des permanences santé info-service, ou est-ce que tout est centralisé par Atmo? Alors, je ne répondrai pas à la place de l'ARS sur ce qu'ils envisagent ou pas de faire. Par contre, sachez que cet indice, en fait, il est composé d'un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments obligatoires que Didier Chapuis vous a présentés dans le cadre de sa présentation, à savoir des qualificatifs de bon à extrêmement mauvais, une couleur associée à chacun de ces qualificatifs et la prise en compte de 5 polluants. En complément, et ça c'est non obligatoire, mais ça sera mis à disposition par Atmo sur ces différents supports, il y a aussi des recommandations sanitaires associées à chaque qualificatif. Pour la population générale, ça va concerner plutôt les activités de plein air, avec des restrictions associées, plus on monte bien évidemment dans des qualificatifs dégradés, et des recommandations dédiées pour les populations sensibles. Donc ça, en fait, ces recommandations, ce sont les mêmes, c'est une traduction littérale des recommandations qui existent déjà sur l'indice européen et on les mettra à disposition pour accompagner en fait le citoyen dans la lecture de la qualité de l'air du jour. Merci du coup. Et enfin, la dernière question donc de Madame Fonverne. Je m'excuse si j'ai fourché la première fois. C'est pas évident de lire les noms dans les questions-réponses. Donc, la question, les exigences non reprises par arrêté préfectoral avant 2022. Elle s'interroge quand même sur la capacité du niveau local pour faire face et se sent un petit peu seule. Comment est-ce qu'on peut la rassurer? Non, mais après, c'est une possibilité qui est donnée. Tout à l'heure, je parlais d'actions. Parmi les actions, il y a la communication, la sensibilisation. Je sais que sur Vichy, vous êtes déjà coutumier de ça, d'être proche des habitants et de leur transmettre ces informations. Je pense que c'est déjà la première action. Si on veut avoir des changements de comportement, c'est déjà en leur apportant cette information, en les sensibilisant, en expliquant aussi. Il y a également les plans climat, air, énergie, territoire, où finalement l'indice Atmo, ça permet d'être un relais de toutes ces actions qui sont menées sur le long terme. Donc bien sûr que c'est compliqué à l'échelle d'une collectivité de se dire on va mettre en place des actions court terme telles qu'elles peuvent être mises en place par les préfectures. Par contre, il y a plein d'actions long terme qui peuvent finalement être saisies à l'occasion de la publication de ce nouvel indice Atmo pour chaque jour, quand la qualité de l'air est mauvaise, rappeler les actions qui sont mises en place, qui sont proposées dans les différents plans et programmes qui ont des visées à plus long terme. Donc, je comprends la difficulté. Pour autant, voilà, j'imagine que vous n'allez pas manquer d'idées comme c'est déjà le cas à présent. Voilà, on a terminé ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Sachez donc, comme je l'ai déjà dit, que nous avons enregistré ce webinaire et nous vous mettrons à disposition et la vidéo et le support de présentation. Et enfin, vos correspondants territoriaux restent à votre disposition et à votre écoute afin que l'on puisse vous accompagner au mieux dans cette transition. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.